Bonjour chers élèves et bienvenue pour un autre résumé au cours de physique. Et dans ce résumé, je vais parler de la force magnétique, c'est la force de Lorentz. Donc je vais parler des questions qu'on vous pose sur ce sujet et je vais rappeler l'essentiel à connaître sur la force de Lorentz. Donc je vais finir par un QCM et le corrigé du baccalauréat 2016. Donc qu'est-ce que c'est que la force de Lorentz? C'est une force qui s'exerce sur quoi? Sur une particule chargée. Donc vous avez deux conditions. La première, il faut que la particule soit chargée. Deuxième condition, il faut que la particule se déplace avec une vitesse v. Une particule fixe, lorsqu'on le place dans un champ magnétique, il n'y a pas de force. Il faut qu'il se déplace avec une vitesse v. Et d'après la force Lorentz, cette force est égale à Q v vectoriel b. Donc avant de déterminer ou bien de parler de cette force, il faut absolument connaître comment déterminer le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc vous avez plusieurs façons. Vous avez l'habitude de travailler avec les doigts de la main droite. Si vous avez un vecteur A, vous faites le produit vectoriel A vectoriel B. Vous tournez A vers B suivant les doigts de la main et le pouce vous donne A vectoriel B. Et ce vecteur, il est perpendiculaire à A, il est perpendiculaire à B et il est perpendiculaire au plan formé par A et B. Donc voilà V, ou bien vous utilisez les doigts, donc soit avec les doigts de la main, c'est plus simple. Hein. Vous prenez votre main, vous tournez le vecteur A, vous voulez calculer A vectoriel B, vous tournez A vers B suivant les doigts de la main droite et le pouce vous donne la direction du produit vectoriel. Ou bien carrément avec les doigts, ça c'est le vecteur A, ça c'est le vecteur B et A vectoriel B est donné par là le pouce. D'accord? Voilà quelques exemples. Prenez A vectoriel B, je tourne A vers B. Donc prenez votre paume, il faut l'inverser. Vous allez voir, le pouce va être rentrant. Ça va être vers l'écran. Donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan et on le met par un croix pour dire qu'il est un vecteur qui est rentrant. Si je fais cette fois-ci B vectoriel A, c'est l'inverse. Je tourne B vers A et ça c'est plus facile avec la main. Vous tournez B vers A et votre pouce va se diriger vers vous. Donc c'est un vecteur qui est sortant. Voilà le premier point à connaître. Deuxième point, on va essayer de montrer que lorsqu'une particule chargée est placée dans une région où vous avez un champ magnétique, on va le supposer sortant, le mouvement est nécessairement plan. Donc le mouvement se fait dans le plan. Voilà la première chose à connaître lorsqu'une particule et sur une particule s'exerce uniquement la force de Lorentz, le mouvement va se faire dans le plan. Bien sûr, dans le cas, on prend ici dans le cas où V0 est perpendiculaire à B. On va traiter uniquement ce cas-là. Donc le mouvement est plan uniquement dans ce cas-là. Donc la vitesse, elle est perpendiculaire au plan. Donc on va choisir par exemple le vecteur B, il est suivant Z. La vitesse, il est suivant J, suivant Y. Donc voilà. Et la force, ça sera Q fois V fois B fois sinus de l'angle, c'est pi sur 2, c'est 1, fois J vectoriel K. Et bien sûr, vous savez que J vectoriel K, c'est I. Donc IJ, c'est un trièdre direct. I, J, K. I vectoriel J, c'est K. J vectoriel K, c'est I. Et K vectoriel I, c'est J. Hein, d'accord? Donc là, c'est J vectoriel K, ça me donne I. Donc ça vous donne Q V0 fois B suivant I. Donc voilà la force. Maintenant, on va montrer que le mouvement est plan. Pour montrer que le mouvement se fait dans le plan XY, on va montrer que Z égale à 0, quel que soit T. Donc la particule ne va pas avoir de projection suivant l'axe Z. Et bien pour le montrer, on va prendre deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à M gamma. La seule force qui s'exerce, c'est la force de Lorentz. Et on va faire la projection de cette loi sur l'axe Z. Donc je vais avoir M d de V de Z sur d de T est égal à F scalaire K. Pour chercher la projection de F suivant l'axe Z, il suffit de faire la produit scalaire de la force avec le vecteur unitaire de l'axe Z. Or, V vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à V et qui est perpendiculaire à B. Si vous avez un vecteur qui est perpendiculaire à B, puisque B est suivant K, donc ce vecteur, il est perpendiculaire à K. Et K scalaire, un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est 0. D'accord? Je répète.
Là, vous voyez clair, de toute façon, V vectoriel B, c'est suivant I, et I scalaire K, c'est 0. Dans ce schéma-là, il est très simple, mais c'est valable quel que soit le schéma. Donc, si D de V de Z sur D de T égale à 0, ça veut dire V de Z égale à une constante. Aura T égale à 0, V de Z égale à 0, parce que V, nous avons pris pour composante 0 suivant X, V0 suivant Y, et 0 suivant Z. Donc, V de Z égale à 0, ça veut dire Z égale à une constante, et cette constante, si la valeur de Z à T égale à 0, et la particule à T égale à 0, elle démarre de l'origine. Donc, Z0 égale à 0. Donc, voilà comment on montre que le mouvement se fait dans le plan. Donc, c'est la projection de la loi de Newton dans le plan XY. Et vous faites la projection de cette loi suivant l'axe Z, c'est-à-dire suivant l'axe suivant lequel le champ magnétique est dirigé. Si on vous donne B suivant X, le mouvement va se faire dans le plan YZ. Si B est suivant Y, le mouvement va se faire dans le plan XZ. Faites attention. Si B suivant l'axe Y, le mouvement se fait dans le plan XZ, et ainsi de suite. Donc le mouvement se fait dans le plan qui est perpendiculaire à B. Donc vous voyez, c'est Z0 qui est perpendiculaire à B, dans le plan perpendiculaire à B, XY. Voilà. Bien. Maintenant, deuxième propriété dont on va parler, que un champ magnétique ne modifie pas la vitesse. Donc si je fais pénétrer une particule dans une région où existe un champ magnétique avec V0, il va garder la même vitesse partout. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Bon, on peut le montrer de deux manières différentes. La première, en calculant le travail de la force de Lorentz. Par définition, le travail, c'est F scalaire D de L, c'est Q V vectoriel B scalaire D de R. Or, la vitesse instantanée, c'est D de R sur D de T. Donc, je peux remplacer D de R par V fois D de T. Toujours bien comprendre les propriétés du produit vectoriel. On a dit V, c'est un vecteur qui est perpendiculaire. Donc V vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à V et qui est perpendiculaire à B. Donc ce vecteur il est perpendiculaire à V. Le produit scalaire d'un vecteur avec un vecteur qui lui est perpendiculaire, il est bien sûr nul. Donc vous voyez que le travail de la force de la place ne travaille pas. Et d'après le théorème d'énergie cinétique, l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale au travail. Comme il n'y a pas de travail, ceci est égal à 0. Donc V égale à V0, quel que soit T. Voilà comment on montre que la vitesse, elle est constante. Bien. Maintenant, dans tous les exercices qui étudient la force de Lorentz, vous avez toujours deux types de questions. Pour montrer, on vous dit d'abord de montrer que le mouvement est plan, de montrer que la vitesse est égale à une constante, c'est déjà fait. Et le troisième point, et c'est ça ce qu'on pose souvent, c'est montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Et là, il est très facile de le faire. Donc là, d'abord, pour montrer que le mouvement est circulaire et uniforme, on va travailler dans le repère de Freinet. D'accord? Juste pour faire la projection. Donc on va prendre toujours le cas de V0 est perpendiculaire à B. C'est dans ce cas où le mouvement est circulaire et uniforme. Donc je prends par exemple B suivant K et dans la base de Freinet, vous savez que l'accélération possède deux composantes, une composante normale suivant la normale et une composante tangentielle suivant la tangente. Donc ça, vous l'avez fait en mécanique, voilà le vecteur tangente, et voilà bon, il est déjà ici, voilà le vecteur tangente, voilà le vecteur normal. C'est quoi l'accélération normale? C'est V carré sur le rayon de courbure, suivant la normale. Et c'est quoi l'accélération tangentielle? C'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps, suivant la tangente. Eh bien, il suffit de projeter la deuxième loi de Newton sur le repère de Freinet. Donc, vous avez la vitesse et les tangents à la trajectoire. Vous voyez bien que V vectoriel B est les suivants la normale. Donc, V vectoriel B et les suivants, c'est un vecteur qui est V fois B suivant la normale. D'accord? Donc, je projette sur la tangente. La projection de l'accélération, c'est D de V sur D de T. Donc, M gamma tangentielle est égal à quoi? Quelle est la projection de la force sur la tangente? C'est 0, parce que la force c'est Q fois V vectoriel B. Donc la force elle est suivant la normale. Donc ceci est égal à 0.
Donc ça implique tout de suite que la vitesse égale à une constante, qu'on a déjà démontré par le travail tout à l'heure. Maintenant, je projette la même chose, je projette la loi de Newton, deuxième loi de Newton sur la normale. Donc, gamma normale, c'est V carré sur R, est égal à quoi? Est égal à la force. Et la force, c'est quoi? C'est Q, V fois B. Bien sûr, Q en valeur absolue. Hein, parce que là, V vectoriel P, c'est un vecteur qui est suivant V vectoriel P, c'est un vecteur qui est suivant la normale. Q, oui, Q c'est la charge, ça peut être positif ou négatif. D'accord? Donc là, vous voyez que avec ça, vous allez déduire directement le rayon de courbure. Donc ce qui implique, en simplifiant ici par V, j'ai M fois V sur R est égal à Q fois B. Donc le rayon est égal à M fois la vitesse, qui est la vitesse initiale, divisée par la charge, fois le champ. Faites attention, divisé par la charge. Voilà la deuxième chose. Deux choses qu'il faut connaître dans ce chapitre. Et vous voyez bien que ça, c'est une constante. Donc, ce qui implique le mouvement est circulaire et uniforme. Voilà, et vous avez terminé. Circulaire et uniforme. Voilà ce qu'il faut retenir dans cette première partie du chapitre. De montrer que le mouvement est plan, de s'assurer que la vitesse est une constante, et de déterminer le rayon de courbure en projetant la deuxième loi de Newton sur le repère de Freinet. Donc, qui est formé par un vecteur qui est tangent à la trajectoire et un vecteur qui est normal à la trajectoire. Et à partir de là, on montre que le rayon est égal à mv0 sur q fois b. Et vous voyez bien que tout ça, c'est des constantes. Donc, c'est un mouvement circulaire et uniforme. Circulaire parce que le rayon est constant, uniforme parce que le module de la vitesse est constant et pas le vecteur vitesse. Faites très attention. Dans les concours, on vous pose par exemple la vitesse est constante. C'est faux. Si je dis juste la vitesse est constante, c'est faux. Parce que la vitesse, il change de direction. Donc c'est un vecteur de module constant et non pas de vecteur qui est constant. Bien. Voilà quelques exemples d'application. Imaginons, je prends ici une particule, je fais pénétrer dans une région où existe un champ magnétique. Là, j'ai changé exprès, je mets un champ qui est vers l'intérieur. Et je vais envoyer deux particules chargées, Q1, Q2. L'une va passer vers la gauche, l'autre vers la droite. À votre avis, quelle est la charge de Q1? Est-ce que c'est positif ou négatif? Bon, première chose, vous déterminez la direction de V vectoriel B. Donc voilà V. Voilà B. Vous tournez les doigts de la main droite, V vers B. Vous voyez bien, le pouce va être dans cette direction. Donc V vectoriel B, ça va être dans ce sens-là. Donc si la charge est positive, donc QV vectoriel, la force va être dans le même signe de V vectoriel B. Ah, donc vous avez la force, c'est QV vectoriel B. Donc si Q est positif, la force va être dans ce sens-là. Donc ça est positif. Et bien sûr, celle-là, c'est négatif. Ensuite, bien sûr, chacune va avoir un module de rayon qui est mv0 sur valeur absolue de la charge fois le champ. Voilà. Bien. Bien sûr, le rayon change suivant la masse et la charge. Troisième chose qu'il faut connaître dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la déflexion magnétique. Qu'est-ce qu'on appelle la déflexion magnétique? Vous avez une région que je mets ici dans un carré où il existe un champ magnétique. À l'extérieur, il n'y a pas de champ. B égale à 0. On va envoyer un faisceau d'électrons, par exemple, avec une vitesse initiale V0. Ce faisceau d'électrons va avoir un mouvement circulaire dans le champ magnétique. À l'extérieur, un mouvement rectiligne et uniforme. Mouvement rectiligne et uniforme. Une droite. Et le but, c'est de déterminer quelle est la distance ici sur cet écran par rapport à la projection horizontale. Et c'est ce qu'on appelle la déflexion magnétique. Donc, comment déterminer cette distance-là? Eh bien, pour la déterminer, il suffit juste de bien comprendre le schéma. D'accord? Donc, ça, je fais la continuité de l'impact de l'électron sur cet écran par rapport à la direction de l'horizontale. Je note ce point I. Cet angle, c'est alpha. Bon, cet angle, vous le retrouvez ici, c'est alpha. Donc, ça, c'est pi sur 2. Donc, là, vous retrouvez, ça, c'est alpha, pardon.
Donc ça c'est angle alpha que vous retrouvez ici, le même angle alpha, des angles alternes. Donc cet angle-là c'est pi sur 2 moins alpha. Ça c'est pi sur 2 et ça c'est alpha. Voilà, il faut d'abord... Bon, ça c'est le centre du cercle. Hein. Donc ça c'est le rayon du cercle. Mouvement circulaire de rayon R. Voilà le centre, on repère le centre du cercle par ici. Donc il suffit de comprendre que cet angle c'est alpha. Le reste, il suffit de calculer tangente alpha et sinus alpha. Tangente alpha dans ce triangle et sinus alpha dans ce triangle. Voilà. Donc tangente alpha, c'est la déflexion magnétique divisée par cette distance IA. Et souvent, on vous dit la région où existe un champ magnétique, elle est très faible par rapport à la position de l'écran. Ça veut dire petit l est très très petit devant L. Autrement dit, la distance IA, c'est à peu près égal à L. La même chose, alpha est petit, donc tangente alpha, on va le prendre à peu près égal à alpha. Donc j'ai ma première relation, alpha c'est dm sur L. J'utilise aussi ce triangle HSC. C c'est le point où l'électron quitte la région où existe le champ magnétique. Vous avez sinus alpha est égal à cette distance qui est L, la région où existe le champ magnétique, divisé par le rayon de courbure, le rayon du cercle. Alpha est petit, sinus alpha est de l'ordre de alpha, donc vous avez la deuxième relation. C'est tout. Et avec, vous faites ça égal à ça, et vous avez l'expression de déflexion magnétique. C'est grand L fois petit l fois la charge de l'électron. Ici, on considère que c'est un électron qui arrive, sinon il faut mettre ici la charge Q, divisé par M fois V0 fois B. Et tout ça, c'est des constantes. Donc, vous voyez bien, la déflexion, elle est proportionnelle à B. C'est pas qu'on vous donne, par exemple, la déflexion en fonction de B. Donc, ce sera une droite qui passe par l'origine. À partir de la pente, vous allez déduire, par exemple, la charge de l'électron. C'est possible comme question. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut connaître sur ce chapitre. Maintenant, on va passer à quelques exercices. Avant de passer à l'exercice, voilà quelques applications. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans l'exercice. Imaginons ici, vous avez un jet de particules chargées qui ont des masses différentes. Supposons des isotopes d'un même matériau. La charge est la même mais la masse différente. Vous voyez bien que on peut les isoler, les isotopes, parce qu'ils n'ont pas la même masse et ils vont avoir des rayons différents. C'est ce qu'on appelle un spectromètre de masse. Donc on peut séparer des isotopes de même charge, de masse différentes, par l'application de la force de Lorentz. Maintenant, avant de traiter le baccalauréat 2016, je vais passer à quelques QCM de compréhension de cours. Donc voilà, on vous dit des ions lourds positifs, hein, de masse M1 de charge Q, animé d'une vitesse V0. Voilà, il arrive avec une vitesse V0 ici, dans une région où existe un champ magnétique B uniforme. Donc voilà, dans cette région, vous avez un champ magnétique et ici la particule elle arrive avec une vitesse V0. Si la vitesse est collinéaire au champ, voilà le premier cas, vous avez le champ magnétique B, V0, il est venu parallèle au champ. Les ions sont accélérés. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien. Si V est parallèle à B, quelle sera la force de Lorentz? Elle sera égale bien sûr à 0. Parce que le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires est nul. Donc, pas d'effet. Pas d'effet de force de Lorentz. Donc, la particule ne sera pas accélérée ni décélérée. Donc, si la vitesse est collinéaire au vecteur J, voilà le schéma, les ions sont déviés vers le demi-axe de valeur unitaire I. C'est-à-dire, ils seront déviés dans ce sens. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Donc, vous avez V0 vectoriel B. Donc, vous faites V vectoriel B. Donc, V vectoriel B. Vous tournez la main droite. Et bien sûr, voilà le vecteur V vectoriel B. Donc, si la charge est positive, effectivement, la particule va être déviée dans ce sens-là. Donc, il va faire un demi-arc dans le plan XY. Voilà. Et voilà la trajectoire. Donc, effectivement, c'est vrai. Donc, vous voyez, la trajectoire va être un demi-cercle dans le plan XY. Maintenant, si la vitesse est collinéaire au vecteur J, donc toujours, les ions sont déviés vers le demi-axe. Le point d'impact est O1, O2 égale à 10 cm. C'est-à-dire 2 fois le rayon. O1, O2, c'est 10 cm. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, il suffit de calculer le rayon. C'est mv0 sur Q fois B. Vous avez la masse, vous avez la vitesse, vous avez la charge. C'est des ions positifs de charge. Faites attention, c'est 2 fois. La charge, c'est 2 fois E.
Voilà. Et là, vous allez trouver 1 mètre. Donc, c'est pas du tout, c'est très loin de 10 cm. Donc là, c'est faux. Donc voilà pour ce premier QCM. Maintenant, on va parler un peu de cet exercice-là. Vous avez en place un élément inconnu X dans une chambre d'ionisation. Il produit des ions Xn+, qui sont introduits avec une vitesse P1 ici, avec une vitesse nulle, ici V égale à 0. Vous avez une différence de potentiel V de P1, V de P2, qui va accélérer les électrons. Ils vont arriver ici avec une vitesse V2, V2. Entre P1 et P2, on applique une différence de potentiel U, P1, P2 par exemple. Exprimer la vitesse de la particule VB des ions en fonction de P2 et des paramètres cités. Donc, quelle est la vitesse de la particule ici, au point B? On va l'appeler VB. Donc, vous voyez que l'effet d'un champ, je vais répondre tout de suite question par question, l'effet d'un champ électrique, c'est d'accélérer les particules. L'effet d'un champ magnétique, c'est de changer l'orientation des particules et de garder la vitesse constante. Ça, c'est B. Un champ, il permet d'accélérer, mais de garder la direction fixe. Il ne permet pas d'orienter, mais il permet d'accélérer. Bon, là, il suffit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'état initial et l'état final. Le travail de la force électrostatique, c'est Q fois la différence de potentiel. Donc, 1 demi mvb au carré moins la vitesse initiale, c'est le travail de la force électrostatique, c'est Q fois la différence de potentiel. Donc, ça vous donne VB au carré est égal à 2Q fois UP1P2 sur M. UP1P2, c'est la différence de potentiel entre ce point et ce point. Voilà le premier point. Deuxième question. En P2, ouverture très petite, voilà, la particule va sortir dans une région où existe un champ magnétique. Il va faire cette trajectoire. Question, indiquer le sens du champ magnétique. Donc là, on va essayer de répondre. Vous avez V0, elle est là. Et puisque la particule tourne dans ce sens, ça veut dire la force, elle est là. Et la charge, elle est positive. Donc, la force va avoir la même direction que V vectoriel B. Donc, ça, c'est V vectoriel B. Donc, comment va être le champ B? Donc, vous faites V vectoriel B. Donc, obligatoirement, le champ va être sortant. Vous tournez V vectoriel B et ça va vous donner un vecteur qui est vers le haut, vers le bas. D'accord? Donc, voilà. Ici, il faut mettre un point. Quelle est la puissance instantanée de la force électromagnétique? Quelle est la valeur en C? Donc la puissance électromagnétique indique le sens exprimé. Bon, ça c'est juste pour montrer que la vitesse est constante. Et la puissance instantanée par définition, c'est la force scalaire la vitesse. Et ça c'est égal à 0. J'ai déjà parlé de ça. Pourquoi? Parce que la force elle est perpendiculaire à la vitesse. Et la vitesse scalaire un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est nul. Donc, ça veut dire que la puissance, par définition, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Ça veut dire que la vitesse est égale à constante. Bon, c'est une autre manière, ou bien vous utilisez la méthode du travail que j'ai déjà rappelée tout à l'heure. Ça, c'est pour dire tout simplement que la vitesse ici, partout, ne va pas changer. La vitesse qui est ici va être la même chose en ce point V de C. Donc, V de B égale à V de C. Donc un champ magnétique ne change pas la vitesse, mais il change l'orientation. Un champ électrique ne change pas l'orientation, mais il accélère les particules. Bien, exprimé en fonction de M petit n E U P1 P2, P1 P2, la distance P de C. Bon là c'est juste appliquer maintenant le rayon de courbure. Donc on connaît que le rayon c'est MV sur Q fois B. Donc P2 fois C c'est 2 fois le rayon. C'est égal à 2m fois v sur q fois b. Donc V0 c'est VB. Donc on a montré que VB au carré c'est 2q I1 I2 IP1 P2 sur m. Donc je vais élever au carré ici 4r carré est égal à 4m au carré sur q carré b carré fois V0 au carré qui est VB au carré. Voilà. Après des petites simplifications, vous allez trouver le rayon est égal à ça. Bien. Donc c'est 1 sur b racine carré de 2u sur e fois racine carrée de m sur n. Bon là, la charge, c'est n fois e. J'ai remplacé la charge par n fois e. Parce que on va voir qu'il y a des charges qui portent plus 2, plus 3 et ainsi de suite. Donc voilà la charge qui va, comment il varie en fonction de la masse et de n. Donc tout ça, c'est des constantes dans l'expérience. Ce qui change dans la suite, c'est la masse et n. Donc on va envoyer plusieurs
particules et on va vous demander de calculer tout simplement le rayon. Vous voyez, il suffit de calculer m sur n. Donc la masse d'un ion, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Ça, c'est pour déterminer la masse de l'ion. Et petit n, bien sûr, pour les nickel, c'est 2. Pour l'aluminium, c'est 3. Pour Ce2+, c'est 1. Et pour Hg+, c'est 1. Voilà, vous pouvez calculer, bien sûr, je n'ai pas fait le calcul, vous pouvez calculer le rayon pour chaque particule. Donc là, ici, vous allez voir plusieurs trajectoires, ça dépend du rapport de m sur n. Bien, enfin, je passe à un exercice qui est le baccalauréat 2016. Baccalauréat 2016, vous allez voir, c'est exactement les mêmes questions dont j'en ai parlé. Donc, on vous dit deux particules lithium X2+, sont introduites, voilà, avec une vitesse V0. Et on vous donne la vitesse, le champ, la charge de l'électron, la masse de lithium, une unité de masse atomique. La force, c'est QV vectoriel P, ça c'est pour un rappel. Et les questions, c'est déterminer la direction, le sens et l'intensité de la force de Lorentz T égale à 0. Préciser le sens du vecteur B et le représenter par points si les rentrants vers l'avant ou croix si les vers l'arrière. Appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen et chercher le rayon de courbure. Et en exploitant les résultats, expliquer de quelles particules il s'agit dans l'exercice. Donc vous voyez, c'est que des questions de cours. Hein? Rien de nouveau, que des questions de cours. Donc on va démarrer par la force de Laplace à t égale à 0. Par définition, c'est Q, V vectoriel B. Donc V vectoriel B, donc on vous dit voilà la force, voilà la vitesse. Donc obligatoirement, le champ et les sortants pour avoir une force dans cette direction. Donc le sens de la direction, c'est l'axe horizontal, on va dire axe horizontal, Quel est le sens de haut vers, de haut, on va mettre ici par exemple un point B, on va dire de haut vers B, on va pour ne pas confondre le champ magnétique de haut vers C. Et le module, bien sûr, c'est QV fois B. Donc vous avez la charge, vous avez la vitesse, vous avez le champ, ça vous donne 8, 10 moins 15 newtons. Deuxième question, préciser, on a déjà précisé le sens, appliquer deuxième loi de Newton et montrer le rayon de courbure. D'accord? Donc là, bien sûr, donc là, bon, je rappelle ici, pour montrer que le mouvement est uniforme, il suffit de projeter et de calculer soit le travail, soit appliquer la puissance, calculer la puissance de la force de Lorentz, qui est F scalaire V qui est égal à 0. Donc l'énergie cinétique est égale à une constante. Donc le mouvement est uniforme. Et pour montrer qu'il est plat, faire la même chose qu'on a fait dans le cours. Projeter la deuxième loi de Newton sur l'axe Z. M d de V de Z sur d de T, ça c'est égal à 0. Donc V de Z égale à une constante égale à 0. Parce que V0 égale à 0. V de Z0 égale à 0. Z égale à une constante. Donc est égal à 0 parce que Z0 égale à 0. Maintenant ce qui est demandé c'est le rayon de courbure, déterminer l'expression. Donc il suffit de projeter la deuxième loi de Newton sur le repère de Freinet, qui est la tangente et la normale. Donc sur la normale, ça vous donne m gamma normale est égal à la force qui est QV fois B. Donc vous allez déduire tout de suite le rayon. Donc là, il faut mettre Q dans le cas général, QV fois B. Voilà. Donc on a montré que la vitesse est uniforme, que le rayon est constant, donc c'est un mouvement circulaire est uniforme. Donc pour le lithium, c'est la masse de lithium fois la vitesse divisée par E fois B, parce qu'il s'agit d'une seule charge. Pour la particule X, il s'agira de M fois X fois V sur 2 fois. C'est là où il faut faire attention, parce qu'il porte deux charges. Donc il faut mettre ici 2 fois E. Donc, d'après le schéma, je vais déduire le rayon, le diamètre divisé par le diamètre, c'est le rapport des rayons. Donc le rayon de la particule X, c'est 6 sur 3, donc ça vous donne 2. Et d'après la relation qu'on vient de démontrer, le rayon divisé par le rayon, ça me donne la masse de X sur 2 fois la masse du lithium. Donc la masse de X, c'est 4 fois la masse du lithium. Je connais la masse du lithium, voilà, est égale à 4, à 6. Donc la masse de X, ce sera 24 unités de masse atomique. Et d'après les valeurs qu'on me donne, il s'agit bien de la particule Mg2+. Donc voilà pour ce résumé de la force de Lorentz et comment l'appliquer et vraiment les types de questions qu'on vous pose. Voilà, bon courage, bonne continuation. N'oubliez pas, partager la vidéo avec vos amis et à très bientôt.